Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour ce nouveau numéro de votre magazine Genre et Volontariat. L'équipe de Genre et Volontariat est très heureux d'être accueillie par Madame Angèle Makombo dans son bureau, dont je vous prie de la recevoir partout où vous suivez dans vos petits écrans. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce jour qui a plusieurs casquettes. Bonjour Madame Angèle. Bonjour Monsieur Symphorien. Nous sommes très heureux de venir dans vos bureaux vous déranger par rapport à notre magazine. C'est pas du tout un dérangement. Vraiment. C'est un grand plaisir. Très chers téléspectateurs, Madame Angèle Makombo a plusieurs casquettes. Elle va se présenter à vous. Madame Angèle, pourriez-vous vous présenter à nos très chers téléspectateurs? En bref, ce que je pourrais dire, c'est que je suis une actrice politique, leader d'un parti politique de l'opposition qui s'appelle la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. Mais je suis également présidente d'une plateforme politique de l'opposition, la Convention des Républicains, en sigle CR. Et je suis également conseillère de la République au Conseil économique et social. Et avant tout cela, avant donc les années depuis 2011, avant cela, j'ai passé environ 24 ans à New York, au siège des Nations Unies, où j'ai occupé différentes fonctions, principalement dans le domaine politique, prévention des conflits, résolution des conflits en Afrique, et donc en tant que fonctionnaire international. Et le summum de ma carrière a été quand j'ai eu le privilège d'être nommée conseillère politique principale chargée des questions africaines dans le cabinet du secrétaire général Kofi Annan. Et j'ai fait un peu le début du mandat de Ban Ki-moon. Mais en dehors de cela, je suis mère de famille. Je suis malheureusement veuve, mais je peux dire que le Seigneur m'a bénie pendant 25 ans d'avoir un compagnon à mes côtés, mais que le Seigneur a repris. Et ma passion, évidemment, c'est la RDC. Développer ce pays, contribuer au développement de ce pays, en se focalisant principalement sur les femmes. Nous formons 52% de la population, comme vous le savez, mais également les jeunes. Les jeunes, c'est le présent et l'avenir de ce pays. Entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin en RDC, défis et enjeux. Madame Makombo, ma première question. Oui. Comment pourriez-vous définir l'entrepreneuriat féminin en RDC? Les femmes entrepreneurs sont vraiment des actrices de développement. Sans entrepreneurs, sans entreprise, un pays ne peut pas se développer. C'est vraiment les entrepreneurs qui contribuent au développement du tissu économique. Et les femmes jouent ce rôle-là, un rôle capital, comme je l'ai dit tout à l'heure, formant 52 à 53% de la population. Et ce que nous voyons que les femmes entrepreneurs en RDC sont la grande majorité dans l'informel. Et ce sont, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, ça doit changer parce que bien que dans l'informel où elles ne sont pas assez protégées en termes de droits, elles contribuent à la survie des ménages, elles contribuent au développement de ce pays, à l'économie de ce pays. Donc, être entrepreneur, c'est participer au développement, à la croissance économique d'un pays dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, on les retrouve, principalement dans l'agriculture où, évidemment, elle joue un grand rôle. Vous le savez certainement que à peu près 70% de ce que nous consommons, c'est fabriqué, c'est produit par les femmes. Donc, actrice de développement, moteur de la croissance, c'est comme cela que je définis l'entrepreneuriat. Et elles font vraiment partie, les femmes, de ce qui devrait être la classe moyenne congolaise, mais une classe moyenne qui est vraiment réduite aux portions congrues, très limitée en RDC. Donc, un rôle capital. Et là, considérons toutes les différentes facettes que vous avez, casquettes,
Comment évaluez-vous votre contribution dans l'entrepreneuriat, sur le plan entrepreneurial? Sur le plan entrepreneuriat, en tant que leader politique, je suis en fait en quelque sorte, entre guillemets, à la tête d'une petite entreprise, d'une équipe, et cette équipe dont le rôle est de mobiliser, implanter, faire avancer le parti. Donc, il faut gérer le parti. Il faut le gérer, il y a des défis d'organisation, il y a des défis de financement, collecte de fonds, il y a des défis d'abord d'ailleurs de vision, savoir où on va. Et il faut être un leader, d'abord, pour être entrepreneur. Mais également, l'une de mes priorités que je martèle chaque fois que je le peux en politique, c'est que la priorité dans ce pays doit être donnée à l'agriculture. Parce que l'agriculture, la majorité des Congolais vivent en milieu rural, à peu près 65 à 70%. Et en développant l'agriculture, nous permettons de développer ce pays, nous permettons de donner de l'emploi aux gens, et parce que le secteur agricole donne beaucoup plus d'emplois, comme nous le savons, qu'au secteur minier. Donc, parce que j'ai cette priorité à cœur, j'ai une petite exploitation agricole à une dizaine de kilomètres de Kinshasa, du côté de Njili Brasserie, où pour le moment mon focus est sur les feuilles de manioc. Vous savez, chaque famille congolaise mange le pondu, le matamba, le sakasaka tous les jours. Donc, je me focalise là-dessus et c'est ma façon aussi de contribuer à l'entrepreneuriat dans ce pays. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Saisie des documents. Vous avez pu travailler sur le document qu'il fallait modifier là? Ça, on va modifier tous les gros textes. Ah, d'accord, ok. Et en termes de rendez-vous, mes rendez-vous sont maintenus de voir un membre de la Convention des Républicains. Vous allez là dans l'enfant. Ah, d'accord. Mon ordinateur. Et la vérification se passe bien? Vous avez avancé? Nous sommes peut-être avancés. Pas la au moins avant vous présenter pour apprécier. Ah, d'accord. Pour qu'on voit en dehors de nos membres, les invités que nous pouvons avoir, retravailler le thème, pour cette matinée politique-là, et puis penser aussi à la question des transports des membres, etc. Donc il faut que tout ça soit bien clair, comme ça lors de la réunion que nous aurons, de mise au point, qu'on voit bien que les choses ont avancé. Et bien vous recontacter les gens de la salle pour bien leur dire que la salle est réservée à la date que nous avions proposée. Et un changement qui nous propose la prochaine date disponible qu'il pourrait avoir. Parce que vraiment cette matinée. Voilà. Moi je vais déjà, la première des choses
regarder mes emails, voir si on m'a pas envoyé le message. Oui, la femme congolaise, moi personnellement, je suis assez optimiste. Je pense qu'il ne faut pas trop se décourager. Les choses vont lentement, mais sûrement. Dans le temps, les femmes ne se côtoyaient pas entre elles, les femmes de différentes partis politiques. Maintenant, nous avons compris que notre combat, nos problèmes, que vous soyez de la majorité de l'opposition, ce sont toujours les mêmes problèmes. Donc nous sommes ensemble pour lutter pour que, enfin, que la parité puisse être effective dans notre pays. Et particulièrement dans notre parti, la LIDEC, la Ligue des démocrates congolais, nous mettons l'accent là-dessus, surtout sur les jeunes filles. Nous les formons. Et par exemple, à la nouvelle technique d'information et de communication, donc le NTIC, nous les formons là-dessus, parce que c'est vraiment ça l'avenir de ce pays. Une femme politique ne peut plus se dire femme politique si elle ne sait pas s'informer. Et on s'informe beaucoup dans les médias sociaux, à travers le net. La femme peut s'informer. On ne peut pas faire la politique sans donc être informée. Et c'est comme ça que, par exemple, ici à la LIDEC, nous avons des jeunes blogueuses, des jeunes filles qui tiennent le blog que nous avons formées et elles ont des blogs à elles, là où elles peuvent donner leur impression, elles s'informent sur tel sujet, elles écrivent là-dessus, donc elles apprennent aussi l'art d'écrire, de partager leurs informations. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire sur la femme. Elle prend de plus en plus conscience, petit à petit, que la politique, c'est notre affaire aussi, à nous les femmes. Et je dirais, travailler avec Madame Angèle Makombo, c'est vraiment un plaisir parce que c'est une femme qui est très exigeante d'abord vis-à-vis d'elle-même. Elle est exigeante vis-à-vis d'elle-même. Quand nous voyons ça, ça nous inspire. Et c'est une femme méticuleuse. Elle aime les choses bien faites. Il ne faut pas faire du à peu près. Et en la voyant travailler, donc ça nous pousse à faire autant. Et puis elle a cette patience de partager son savoir. Donc l'école du parti que nous avons ici, des jeunes filles et des jeunes, c'est elle qui a eu l'initiative. Elle veut vraiment léguer son savoir aux jeunes. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Donc c'est vraiment un modèle que nous avons devant nous chaque jour. Et quand vous voyez, vous vous interpellez un peu parfois sur certaines choses que vous ne faites pas bien, vous recadrez parce que vous la voyez faire, vous dites non, 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 les choses devraient se faire ainsi. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur notre parti, la LIDEC. Et c'est un parti d'avenir. Et la femme va apporter beaucoup dans ce pays. Si nous voulons aller de l'avant, il faut vraiment intégrer la femme dans la politique. Vous conviendrez avec moi qu'il y a plus de 2 décennies que la femme a joué un rôle très important, le rôle de premier ordre dans notre société, dans le maintien de foyers, dans le maintien de ménages. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il est aussi normal que nous puissions créer un peu de l'espace pour donner l'occasion à la femme de pouvoir s'exprimer pleinement. Dans nos ménages, elle a réussi. Je pense que dans les milieux politiques, elle pourra toujours réussir parce qu'elle a déjà réussi avant. On a tenté l'expérience avec les hommes. Nous connaissons les conséquences, c'est que là où nous en sommes aujourd'hui. Mais si on pouvait aussi essayer avec les femmes et voir ce que ça pourra donner, parce que nous avons déjà un modèle, nous avons des exemples. Moi, je suis très fier de travailler avec Madame Angèle Makombo, et par rapport d'abord à son profil. C'est une femme qui a un profil répondant. Et je pense sincèrement que si on lui confiait d'autres responsabilités dans la gestion de la chose publique, elle pourra toujours être à la hauteur. Elle est d'une très grande expérience internationale. Sur le plan local, si on lui donnait aussi l'opportunité de pouvoir partager son expérience, je crois que ce serait vraiment très bénéfique pour nous qui sommes de la LIDEC et puis pour le Congo tout entier. Et de là, 2 petites interrogations. Sur le plan traditionnel, pouvez-vous affirmer que la femme est une entrepreneuse naturelle? Et si vous pouvez aussi évaluer cet entrepreneuriat-là en RDC? Pas l'ombre d'un doute.
elle est une entrepreneure naturelle. Regardez dans nos villages, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 70% de ce que nous consommons est produit par les femmes. Les femmes vont dans les champs. Les hommes jouent également un rôle parce qu'ils préparent le terrain, le champ, ils dessouchent, ils défrichent. Mais qui se lève dès 4 heures du matin pour prendre le chemin du champ? Ce sont les mamans qui produisent, qui donc se consacrent à une agriculture familiale. Ce qu'elles produisent, ça permet de nourrir la famille, les enfants, le mari, la famille au sens large, mais aussi de vendre. Donc, qui vont sur les marchés, et les grands marchés, et les petits Wenze, ce sont les mamans. Donc, c'est une entrepreneure naturelle. Et dans nos villes, la même chose. Regardez tous les étalages qu'on voit dans la ville de Kinshasa. Et maintenant que les papas, les hommes sont frappés de chômage, hein, on a plus de 54% de la population active qui ne travaille pas. Alors, qui s'occupe des familles? Ce sont les femmes. Donc, elles sont des entrepreneurs naturels. Mais maintenant, cet entrepreneuriat a besoin d'être mieux organisé et encadré. Qu'elle passe de l'informel au formel. Et là, il y a toutes sortes de mesures à prendre. Il y a des incitations à faire. Il y a un plaidoyer. Nous, en tant que politique, nous devons jouer notre rôle, faire ce plaidoyer-là et dire que non, il faut aider la femme à quitter l'informel, rentrer dans le formel. En gros, il faut autonomiser la femme. La fameuse autonomisation des femmes. Il ne faut pas que ce soit juste des slogans que nous disons à chaque 8 mars, hein, on parle de ça. Non, c'est au quotidien qu'il faut promouvoir cela. Madame Angèle, il y a la femme au niveau de l'emploi, elle travaille dans les banques, oui. Il y a la femme dans les commerces. Maintenant, quels sont les facteurs qui font que la femme ne contribue pas suffisamment? Vous avez bien, si bien dit cela, 52%, mais on ne sent pas vraiment la femme. Cette fédération pour pouvoir voir la femme aller de l'avant. Maintenant, la question que nous nous posons ensemble avec les téléspectateurs, quels sont les freins? Pouvez-vous nous énumérer les obstacles qui font que la femme ne contribue pas suffisamment à l'essor de notre pays? Moi, je m'inscris en faux dans ce que vous dites. Moi, je pense que la femme contribue énormément à l'économie de notre pays, mais malheureusement, elle contribue au niveau informel. Et l'informel est difficile à quantifier. Maintenant, il y a des études qui sont faites pour de plus en plus essayer de quantifier cela. Mais elle contribue déjà au niveau de la famille qui s'occupe de l'éducation des enfants. Les enfants qui seront les leaders de demain, c'est d'abord la femme qui s'occupe de nourrir, de vêtir, de payer le minerval. Souvent, c'est la femme parce qu'il n'y a pas d'emploi pour les papas. Donc, elle contribue. Mais cette contribution n'est pas quantifiée. Maintenant, dans les emplois quantifiables, c'est vrai que nous ne voyons pas assez de femmes, surtout au niveau des postes de décision. Mais là encore, il faut que les choses sont en train de bouger lentement, mais il faudrait qu'elles bougent beaucoup plus vite. Vous me disiez comment? Eh bien, il faudrait d'abord que les pouvoirs publics, le gouvernement, appliquent notre loi fondamentale, qui est la Constitution. La parité est inscrite là-dedans, mais nous voyons que dans la réalité, rien n'est fait pour que, ou très peu de choses sont faites pour que vraiment la femme ait la parité au niveau des emplois, etc. Nous avons qu'à voir notre Parlement, notre Assemblée nationale, où elles sont 10%, au Sénat 9%, je suis au Conseil économique et social. Bon, là, il y a peut-être un petit progrès, nous sommes 14%. Mais les fameux 30%, nous ne les avons toujours pas atteints. Au Conseil constitutionnel, il n'y a pas de femmes. Et dans les autres emplois aussi, les banques, tous les secteurs, le transport, etc., on n'a pas encore assez de femmes au niveau décisionnel.
Et maintenant, les femmes qui ne sont pas au niveau décisionnel, quand vous dites qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elles jouent un rôle plus important, bon, la première des choses, il faut donner à la femme l'éducation. L'éducation, d'ailleurs, rappelez-vous, l'éducation, je pense, dans les objectifs du millénaire pour le développement, l'éducation est prioritaire. L'école primaire pour tous, je crois que c'est l'un des premiers ou les deuxièmes objectifs. Et maintenant, avec les objectifs de développement durable, on parle encore d'éducation. L'éducation, la formation, une formation formelle comme informelle, et puis après l'encadrement. Et il faut donner, comme nous parlons d'entrepreneuriat, donner les moyens aux femmes. Les moyens quand on est entrepreneur, c'est quoi? Comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, il faut donner des crédits. Or, la femme a moins accès au crédit, pas seulement dans notre pays, mais quand on regarde dans le monde en général, la femme a moins accès au crédit. Pourquoi? Parce que dans le cas du Congo, on n'est pas bien informé, on n'a pas l'information, les femmes n'osent pas, du fait de notre éducation, aller à la banque poser des questions de ça, alors que l'homme a. La femme n'est pas aussi bien connectée. Vous savez bien que dans notre pays, pour avoir un crédit, il faut avoir des amis, certains crédits, avoir des amis bien placés dans certaines institutions, ce n'est pas le cas. Donc, si on est vraiment résolu à montrer plus de volonté politique, à donner à la femme les outils, à savoir éducation, formation, à donner les moyens, à savoir crédit, je pense que la contribution de la femme à la croissance pourra être beaucoup plus visible et pourra être quantifiable. Très bien dit, Madame Angèle. Et nous allons prendre un cas spécifique. Vous avez dit que la femme, les efforts sont là, mais c'est surtout du côté informel. Prenons le cas des mamans maraîchères, parce que la plupart, souvent, n'ont pas eu accès à l'éducation. Comment encadrer cette masse de compétences, cette masse entrepreneuriale? C'est un réel problème parce que régulièrement, épisodiquement, nous entendons comment les mamans maraîchères se plaignent. Elles sont spoliées de leurs terres, elles sont chassées sans préavis, elles travaillent vraiment dans la précarité. Et celles qui ont accès parfois à des lopins de terre, cultivent là, il ne faut pas cultiver. Regardez le long du boulevard Lumumba, vous verrez plein justement de cultures à des endroits où il ne faut pas cultiver parce qu'il y a beaucoup de pollution, d'où les légumes que nous consommons sont remplis de plomb. Derrière, il y a une étude récente qui a montré que le niveau de plomb dans la population quinoise, du moins, est élevé. Donc, là encore, il faut faire preuve de volonté politique. Elles sont là. Il faut d'abord aller vers elles pour savoir les problèmes qu'elles ont. Et les problèmes qu'elles ont, nous savons, c'est d'abord des problèmes d'accès à la terre. Il faut sécuriser l'endroit où elles cultivent, qu'elles ne commencent pas à cultiver un jour et puis le lendemain on les chasse. Il faut ensuite pouvoir leur donner une formation, un encadrement. Il faudrait que beaucoup aussi passent de la simple culture familiale qui va lui permettre de consommer et pouvoir donner aussi à consommer dans son périmètre, qu'elle puisse passer peut-être au stade de l'agro-business, l'agro-industrie. Tout ça, c'est par des formations. Et il faut aussi leur apprendre leurs droits. Leurs droits, elles sont d'abord des femmes. Or, les femmes dans ce pays, nous n'avons pas tous les droits, mais quand même notre cadre légal commence à se consolider. Est-ce qu'elles sont au courant? Je ne pense pas qu'elles sont au courant. Donc, il faut pouvoir le faire. Et là, j'aimerais insister sur un fait. Vous avez parlé du respect de la Constitution, vous avez parlé de droit. Et là, je peux vous poser cette question de savoir si le développement de l'entrepreneuriat féminin est intimement lié
aux droits de la femme. Tout à fait, parce que dans notre code de la famille, nous voyons qu'il y a beaucoup encore de régressions à corriger. Dans le code du travail, on donne droit à la femme de travailler, de faire certains actes du juridique, mais dans notre code de la famille, ce n'est pas encore le cas. La femme doit demander des autorisations au mari, doit autorisation pour ouvrir un compte en banque. Pour une femme mariée qui irait demander un crédit demain, je ne pense pas qu'une banque va le lui donner sans avoir l'autorisation de son mari. Donc tous ces droits sont liés. Et quand dans la Constitution c'était inscrit que tout Congolais a droit à l'éducation, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Dans les faits, c'est que parce que les familles n'ont pas les moyens, arrive la rentrée scolaire, on va privilégier le petit garçon à qui on va payer le minerval, et la petite fille, on va lui dire, bon, Fandanandak, ou la petite fille va aider à aller chercher de l'eau dans cette ville de Kinshasa ou dans nos provinces où on a des problèmes d'eau, bien qu'on ait un pays qui regorge de cours d'eau. Donc c'est la petite fille qui est aux travaux ménagers. Donc effectivement, ça va absolument de pair. Et malheureusement, ce qui pêche, c'est que même le droit qui est déjà établi, les femmes ne le connaissent pas. Et il faut vraiment faire un travail. Je suis passée dernièrement dans je faisais de l'essence, une station d'essence, et j'entends des conversations d'un groupe de jeunes. Il y avait des jeunes filles, jeunes garçons, etc. Et j'ai entendu une jeune femme dire, moi ça va décider il faut etc. C'était une jeune. Donc lui faire comprendre que les deux sont compatibles, mais qu'il faut juste savoir planifier sa vie de famille. Quand on a des petits-enfants à la maison, effectivement, on doit peut-être rester à la maison pour s'occuper de l'enfant, mais pourquoi pas une femme travaillerait, contribuerait à l'essor du ménage, contribuerait au développement de notre pays et contribuerait donc à son épanouissement. Ça va de pair, absolument. Est-ce que la planification familiale, le manque de planification familiale est aussi un frein à l'entrepreneuriat féminin? Oui, moi je pense que oui, parce que une femme qui n'est pas du tout au courant de ces questions-là, de planification familiale, qui ne peut pas, le mot le dit bien, planification, donc planifier avec son mari, son conjoint, à quel moment nous allons avoir notre enfant, quel est l'espacement qu'on va faire entre les deux enfants, qu'elles subissent les grossesses comme elles viennent, ça la freine parce que elle ne pourra pas mener son activité, elle devra s'arrêter parce qu'il y a parfois des grossesses difficiles, elle devra s'arrêter après avoir accouché, etc. Donc si elle n'a pas planifié cela, elle ne pourra pas non plus planifier l'essor de la petite activité économique qu'elle fait. Elle ne pourra pas bien planifier son entreprise. Donc absolument, c'est une des choses qu'il faut apprendre aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme on planifie sa carrière, la première des choses à planifier quand on décide de fonder une famille, c'est aussi planifier à peu près quand est-ce que et avec quel espacement on veut faire des enfants. Fait de société. Oui. Comment expliquer, certaines langues disent qu'il faudrait reconnaître les unions hors mariage. Vous avez un monsieur qui a eu plusieurs femmes. Par exemple, l'une de ces femmes a 20 ans de vie, on peut appeler vie conjugale, mais non reconnue. Est-ce que cet élément-là de la non-reconnaissance du temps passé avec son mari, si on peut l'appeler, est aussi un frein à l'épanouissement de la femme? Tout dépend. Là, nous rentrons vraiment dans une question de société. Nous sommes un pays où la monogamie est de mise et de règles, mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe.
Donc maintenant, une femme qui décide d'accepter ou d'entretenir une relation, une union où il y aurait plusieurs coépouses, c'est un choix qu'elle fait. Mais à elle aussi incombe la responsabilité de se voir d'abord elle. Moi, Marie-Jeanne, moi Monique, moi Nicole, je suis dans cette relation-là. Qu'est-ce que moi, je dois faire pour m'épanouir et pour aussi m'occuper des enfants qui viendront de cette union-là. Donc, tout cela aussi, et non subir. Vous rentrez dans une relation comme ça et vous subissez le dictat du compagnon de l'homme. Là, c'est pas bon. Il faut pouvoir voir comment vous allez vous y retrouver, comment vous allez vous épanouir, comment vous allez élever les enfants que vous élevez, parce que plusieurs coépouses, ça veut dire plusieurs enfants, avec donc plusieurs coépouses, ça veut dire aussi des femmes qui ont des visions différentes, mentalités différentes, qui viennent de backgrounds différents. Vous, comment vous concevez l'éducation que vous allez donner à vos enfants? Ça complique un peu les paramètres, mais la manière d'avancer, c'est toujours d'avoir un focus. D'abord dire, moi, mes enfants que j'ai fait avec ce compagnon, ma relation avec ce compagnon, si elle s'y retrouve et qu'elle arrive à bien planifier, les choses iront. Mais si elle met d'abord, et déjà une vie à deux est compliquée, alors vous imaginez une vie à plusieurs, parce qu'il y aura plusieurs coépouses, donc vous pouvez vous laisser entraîner dans des palabres interminables ou des dissensions, des frictions, et vos enfants en feront les frais. Donc il faut garder vraiment le cap et penser d'abord les enfants que j'ai eus, qu'est-ce que je veux faire de ces enfants demain. Et ça vous permet toujours de vous recadrer et puis d'avancer. Fait de société toujours, oui. Il est vrai, si vous pouvez soutenir cette thèse, que les femmes professionnelles ne se soutiennent pas entre elles. Là, je mettrai quand même un bémol. C'est une idée répandue. Hein. Surtout vous les hommes, vous aimez bien entretenir ça. Hein, que les femmes ne sont pas solidaires, les femmes... Et est-ce que vous êtes solidaire quand vous êtes en compétition pour un poste, etc. Je crois que c'est la nature humaine, hein, la nature humaine qui veut que nous soyons en compétition, etc. Moi, j'avoue, je ne vois pas tellement pourquoi cette idée persiste. Je me rappelle, on était aux concertations nationales il y a quelques années, on n'avait pas choisi assez de femmes pour faire partie du bureau des concertations nationales. Les femmes ont protesté, elles ont été très solidaires pour protester. Maintenant, quand le hockey a été donné pour augmenter le nombre de femmes, on a dit aux femmes, bon, choisissez qui parmi vous ira au bureau. Évidemment, il y a eu des discussions, il y a eu des frictions, il y a eu... et puis chacune faisait campagne. Mais quoi de plus normal? Les hommes n'auraient pas fait de même. Donc, je ne pense pas que c'est typique à la femme. C'est typique au genre humain. Bon, maintenant, cela dit, oui, il faut encourager les femmes à être beaucoup plus solidaires, encourager les femmes à échanger leur expérience. Et c'est ça que je trouve qui manque dans notre pays. Regardez bien, vous qui fréquentez beaucoup les partenaires internationaux, quand il y a des séminaires, des réunions intéressantes qui se font, on en a fait une, je crois, en fin 2014, sur le statut de la femme, ici à Kinshasa, à l'hôtel Béatrice. Qui prend l'initiative? Qui nous chemine vers ce genre de rencontres et qui nous encadre? Toujours les partenaires internationaux. Ce n'est pas mauvais. Mais quand est-ce que nous, Congolaises, nous allons commencer nous-mêmes à faire ce genre de rencontres, à échanger nos expériences? Parce qu'il y a des femmes qui font des choses extraordinaires, fabuleuses dans ce pays. Mais nous ne parlons pas, nous ne prenons pas le temps de nous rencontrer
pour échanger, pour coacher, faire du mentoring des jeunes, ça manque. Et vous voyez une jeune, vous êtes ancienne dans la banque, vous voyez des jeunes arriver. Moi, je me rappelle, il y avait une tradition que j'avais beaucoup aimée. J'ai fait mes études à Paris, droit et sciences politiques. Quand j'ai terminé mes études de droit, j'ai passé l'examen pour entrer au centre de formation des avocats. Je commence mon prestage. C'est une avocate qui m'appelle, une Française qui était déjà avocate depuis plusieurs années. Oui, j'ai vu que vous avez commencé au centre, je voudrais qu'on déjeune, etc. Moi, j'étais un peu intimidée, jeune, je ne comprenais pas pourquoi elle m'appelait moi. Et elle m'a dit, non, vous êtes nouvelle dans la profession. Moi, en plus, africaine, je voudrais vous épauler, vous encadrer, vous faire bénéficier de mon expérience. C'était fabuleux. Donc, on devrait aussi pouvoir faire ce genre de choses ici. S'échanger d'expériences, se coacher et puis faire aussi des réunions, séminaires, réunions qui seraient l'initiative de femmes congolaises. Un regard sur le droit de la femme concernant les violences conjugales, les viols. Quelle est votre analyse? C'est d'abord beaucoup de tristesse. C'est beaucoup d'indignation. C'est même voire révolte. Parce que c'est vraiment un problème récurrent. Et d'ailleurs, pas seulement en RDC. En général, dans tous les pays du monde, les femmes sont victimes de violences. Je n'ai pas les pourcentages en tête, mais c'est le cas. Et on a des textes qui protègent les femmes dans notre pays contre les violences sexuelles. Mais combien sont au courant de cela? Combien osent? Combien savent à quelle porte aller frapper? Donc, c'est un problème aussi, c'est un fléau en fait. C'est un fléau, pas seulement la situation dont on parle beaucoup des femmes à l'Est, mais la situation des violences domestiques. Hein. L'homme dit facilement à une femme, ce qui n'a bêti ou bien n'a pas bêtaillé, non, vous pouvez parler à votre compagne. Mais c'est courant et on ne trouve pas, on trouve presque normal qu'on dit une femme quand vous la battez, elle sait pourquoi vous la battez. Donc non, on ne penserait pas à aller porter plainte parce que mon mari m'a battu. Donc c'est un problème sur lequel il faut s'attarder, pour lequel il faut faire un plaidoyer pour que les femmes connaissent leurs droits, pour que enfin ce fléau, il ne prendra pas fin aujourd'hui parce qu'il existe depuis la nuit des temps, mais pour au moins qu'il s'amenuise ici dans notre pays. C'est déjà la fin de notre entretien. Oui. Quel dommage. Vraiment. Un dernier mot ou des propositions à faire? Le dernier mot, vous savez, je suis d'abord actrice politique. Alors, je me dis qu'on peut très bien être femme entrepreneur, contribuer à l'essor économique et social de notre pays et aussi s'intéresser à la politique. Le fameux dicton, vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous. Les femmes entrepreneurs ont besoin que certaines mesures au niveau législatif, au niveau réglementaire soient prises. Qui prendront ces mesures, sinon le gouvernement ou le Parlement? Et pour qu'ils prennent ces mesures, il faut faire des plaidoyers, il faut que les politiques bougent. Donc mon combat, un de mes combats, je ne l'ai peut-être pas assez dit au début, c'est vraiment me battre pour accroître la participation politique de la femme congolaise. Parce que comme un autre dicton le dit, une femme en politique, la politique la change, mais beaucoup de femmes en politique, elles changent la politique. Donc je voudrais vraiment inciter, encourager les femmes congolaises à s'intéresser beaucoup plus à la politique, à participer à la politique. Et ça commence par quoi? Par l'information. Il faut se tenir informé de ce qui se passe dans la cité, dans son quartier, dans son pays. Et on se tient informé
en lisant. Il y a Internet, etc. Et comme je l'ai dit aussi plusieurs fois, je suis toujours frappée quand je passe dans la rue devant ce qu'on appelle les parlementaires debout, de voir que parmi les parlementaires debout, il n'y a pas de femmes. C'est que on dirait que dans ce pays, ce sont seulement les hommes qui lisent les journaux. Donc, il faut absolument qu'elles s'impliquent, et en s'impliquant, elles sauront les mesures économiques qu'on prend. Par exemple, là, il y a le Premier ministre était au Parlement pour parler des coupures drastiques qu'on va faire dans le budget. Il faut s'intéresser à ces questions-là. Et pour pouvoir dire, revendiquer, pour pouvoir se battre pour avoir des crédits, pour qu'on baisse le taux du crédit, etc. Donc, il faut absolument que la femme entrepreneur ne dise pas seulement « Ah, moi, la politique ne m'intéresse pas, je fais mon business ». Elle ne sait pas que la politique va affecter son business. Donc, si je dois donner un mot de la fin, c'est vraiment lancer un appel aux femmes, s'intéresser à la politique, surtout en cette période où on nous parle d'élections. Il faut absolument s'impliquer parce que nous formons 52% de la population. Si les femmes votent en masse demain, elles peuvent changer le cours des événements dans ce pays. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous sur votre recommandation, Madame Angèle Makombo. Elle a plusieurs casquettes. Nous avons développé avec Madame Angèle la question sur l'entrepreneuriat féminin, enjeux et défis. Et là, restez branchés à votre programme télévisé. À la prochaine. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Madame Angèle. Okay.